j'ai fait prépa, mais je voyais la prépa comme une fin en soi. C'est-à-dire que pour moi, c'était un métier d'être bon en maths, quoi. Et je n'avais aucune vocation à être ingénieur, en fait. Je te jure qu'en rentrant en prépa, je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur. C'était pour intégrer une grande école, une espèce d'élitisme, beaucoup nourri par l'élitisme de l'école française au Maroc et l'élitisme ambiant dans la sphère un peu bourgeoise. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Karim Duval, bienvenue. Karim, ça me fait plaisir de t'avoir au micro. Très content d'être là aussi. Écoute, Karim, j'ai un mal fou à te décrire. Donc, t'es humoriste. Ça, on peut partir de ce principe-là. J'espère. Tu fais des blagues. Au bout de 12 ans, j'espère être reconnu comme tel. Mais en fait, tu vas chercher, et je trouve que c'est trop bien que tu viennes dans l'Histoire de succès parce que tu sais, il y a souvent des gens qui viennent écouter mes invités pour aller chercher de l'inspiration, etc. Tu vois, pour venir écouter des histoires de vie. Et j'ai un peu l'impression que toi, tu te nourris de tout ce que ce pan-là de développement personnel a pu créer, et notamment dans le milieu de l'entreprise, pour finir par en faire ton beurre et ta matière, en fait. Tu t'es inventé des personnages, c'est complètement fou. En fait, tu n'as pas d'équivalent en France. Je sais pas si t'as des équivalents ailleurs dans le monde, s'il y a des... je sais pas trop, certainement aux États-Unis puisqu'ils inventent tout. Oui. Forcément, je suis le fruit d'un courant d'air venu de l'Ouest. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas avoir un copy comique sur ta gueule? J'ai forcément copié quelqu'un. Non, ouais, c'est vrai que non, mais je pense que c'est un peu le propre de chaque artiste que d'être unique, voilà, de faire les choses à sa manière. Et j'ai fini par la trouver. Après, oui, le développement personnel, c'est un pan enfin, c'est pas le développement personnel qui est bullshit, mais c'est encore une fois, dès que ça devient un phénomène de mode, comme tu dis, voilà. Quand j'ai vu le mot réussite, j'ai fait ouh. Et puis après, tu regardes et tu fais non, mais en fait, il y a une façon, il y a plusieurs façons d'en parler. Et donc merci de l'invitation. Mais c'est les abus dans tout, et donc tout ce qui est caricature, tout ce qui est caricature est caricaturable ou en tout cas c'est de la matière pour un humoriste. Et donc j'ai choisi celle-là parce que j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise pendant 7 ans quand même. C'était une expérience vraiment vraiment cool en fait en ce qui me concerne, mais j'en ai les codes, et donc forcément développement personnel, c'est un peu la nouvelle tendance qui est venue se greffer. C'est une nouvelle marque de vernis qui est venue se plaquer sous forme de freelancing. Exactement. Au monde de l'entreprise, d'auto-entrepreneuriat. Donc c'est un des sujets que j'aime bien croquer, mais qui est une illustration du bullshit ambiant et des abus qu'on fait de notions qui sont chouettes à la base. Enfin, j'ai rien contre le développement personnel, mais bah oui. C'est juste un marché énorme. Ouais, ce que le capitalisme en fait, quoi, finalement. C'est ce que le capitalisme en fait, et c'est aussi une espèce de domaine où on peut se construire une légitimité tout seul, par définition, presque. Et où donc, tous les abus sont possibles. J'ai des certifications et tout, mais bon.
Mais j'ai l'impression que, en plus, tu te mets à jour parce qu'effectivement, t'as bossé pendant 7 ans dans le salariat, mais c'était l'air de rien il y a longtemps, quoi. C'était justement avant toute cette vague de bullshit job, etc., qu'aujourd'hui on décrit énormément. C'est un sujet qui t'intéresse, en fait. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je pense qu'il m'a un peu habité, sans que je le sache à l'époque, parce que j'étais vraiment à fond. Moi, je me suis ému pour des termes, des acronymes et tout. Hein. Ah ouais, je me suis déjà énervé en réunion, parce qu'on n'avait pas choisi mon acronyme ou mon terme à moi. Donc j'ai été très premier degré. Et donc, ouais, d'une part, je l'ai vécu. Deuxièmement, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même ce qui occupe le tiers de la vie des gens, le travail en général. Et donc c'est une partie importante de la vie et qui est le terrain de travers humain. Quand tu me dis comment j'arrive à me mettre à jour, en fait mes vidéos, toute proportion gardée, si elles marchent, c'est parce qu'il y a des travers humains derrière avant tout, et c'est ça qui fait l'angle des vidéos, qui fait qu'elles marchent, qui fait qu'elles sont parlantes. Après, les gens retiennent le vernis qui change lui au fil des années avec des nouveaux concepts, voilà. Même l'agilité, je crois, est déjà dépassée, tu vois. Oui, c'est trop tard. Faut que je me mette à la page, comme on disait. Et donc ça c'est juste des lectures, puis traîner sur les réseaux. J'interviens en entreprise aussi de temps en temps, en essayant de doser comme il faut, mais du coup, je reste à l'écoute de ce qui se dit, des nouveaux termes. Je vois des nouveaux termes apparaître que je connaissais pas. Et donc ça, je viens maquiller mes vidéos avec des éléments de langage. Et vu que je suis tatillon sur les mots, bien sûr, je fais ça bien. Mais une bonne vidéo pour moi, ou un bon sketch, c'est quelque chose qui se nourrit, quelque chose qui relève des travers humains. Et ça, c'est très inerte. Ça change pas beaucoup. Donc en 10 ans, ça va pas tant changer que ça. C'est très universel, finalement. Aussi, on essaye. On va reparler un peu de tout ça et de comment tu t'as fait pour venir bosser en entreprise et venir intervenir en entreprise. Ça veut dire qu'il y a des boîtes qui te payent pour venir. Et ça, pour que je les fouette. Je trouve ça complètement dingue. Mais c'est vrai, j'allais dire, il y a un vrai côté maso, je crois, de la part de certaines compagnies, quoi, tu vois, qui ont vraiment besoin qui ont tellement peu d'autodérision qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne justement là. Ouais, c'est difficile d'avoir de l'autodérision quand on est la boîte elle-même, parce que après, c'est difficile. Il y a quand même un équilibre à tenir, quoi. Et c'est vrai que quand c'est dit par le patron ou par quelqu'un à l'intérieur, ça peut casser cet équilibre. Et l'humoriste a cette légitimité, c'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais il y a une façon de le faire. Et donc c'est vrai que moi, mes thématiques s'y prêtent bien. Donc et j'ai le droit et j'ai même le devoir d'aller un peu chatouiller là où ça gratte, là où ça fait mal, parce que voilà, tout le monde n'ose pas. Après, je sais pas si je fais bouger les choses, mais en tout cas, c'est toujours bien de mettre, comme je dis, l'humour, c'est un peu comme le citron qu'on balance sur l'huître. Ouais. Comme ça. Et donc l'huître, c'est à la fois beau et moche. C'est une belle image de la vie, l'huître. C'est vivant. Exactement. C'est presque mort, c'est vivant. C'est très dans le présent, une huître. Ouais, et puis même quand tu l'avales, si jamais tu l'as pas bien mâché, elle remonte. Ouais, déjà, il y a une deuxième vie. Après, avec les sucs gastriques, je sais pas, il y a un moment où, autant le citron, elle peut lutter, mais il y a un moment, le suc gastrique. J'ai jamais vu une huître remonter 2 jours après. Je crois pas. Je suis là. Coucou, c'est Fine de Claire. Mais appelle-moi Claire. Allez. Monsieur a fait de l'esprit. Karim, il y a pas mal de gens qui trouvent, il y a pas mal d'invités en fait qui trouvent que le titre de mon podcast ne marche pas avec ce que je raconte, parce qu'en fait, tu sais, il y a un côté un peu bullshit derrière, histoire de succès, etc. Tu vois. Est-ce que tu as la sensation, toi, d'avoir eu du succès, ou d'avoir du succès? Franchement, non. Ok. Non mais c'est vrai que quand j'ai vu le mot succès, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Succès et réussite, parce que pour moi c'est pas une fin en soi. Enfin, c'est un moteur. Donc oui, on est content d'avoir des retours positifs, bien sûr, sur ce qu'on fait et qui sont juste la preuve que ce qu'on fait existe et a rencontré un public. Donc bien sûr, mais je me gargarise pas de ça, et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir sur le moment. Mais c'est le lendemain, je suis souvent tout seul, enfin quand je me réveille. En tournée, c'est la solitude, quoi. Ouais, non, c'est la solitude. Puis mais c'est très bien. Mais, oui. Mais non, je tu veux dire que tu te réveilles pas avec genre 4 fans, 4 meufs? 4, c'est trop. J'ai des principes. Non, donc,
Non, là, le succès en soi, non, c'est Astier qui dit que le succès c'est un accident. Et c'est vrai que c'est un accident, et donc je sais pas si j'ai eu cet accident, mais ouais, je vois des retours positifs à ce que je fais, mais vraiment par rapport aux gens que tu as pu recevoir ici, c'est très très petit, hein. Faut déjà en avoir conscience, mais ça me permet d'exercer mon métier, ma passion, d'avoir un public, quel qu'il soit, et donc ça c'est cool. Et je sais pas si on doit appeler ça le succès, parce que moi, appeler ça le succès, ou parler de succès ou de réussite, c'est croire qu'on est arrivé, quoi. Ouais. Et y a rien de pire, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à quelque chose, il y a quoi après? Et ça serait quoi alors? Le succès, c'est quelque chose d'absolu, mais pour moi, bah non. Pour moi, peut-être que le succès sera de me dire, si j'ai pas changé d'envie d'ici là, mais c'est de me dire, d'un point de vue purement professionnel. Ouais. C'est de me dire, voilà, sur mon lit de mort, je suis encore artiste, quoi. Yes. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est ce qui, moi, honnêtement, un projet n'est là que pour en nourrir un autre, ouvrir des portes, créer des rencontres, me comprendre mieux et essayer d'être de plus en plus moi. Enfin, c'est une espèce de recherche éternelle, permanente, le travail d'un humoriste. Se comprendre, voilà. J'ai eu 2 spectacles. Mon premier, Melting Pot, parlait beaucoup de mes origines, mais c'était une espèce de coquille, de vitrine pour pas trop parler de moi. Ouais. Y, déjà, je me révèle un peu plus. Et puis, on vient à l'ère des podcasts, on peut parler un peu plus de ça. Et donc, bah, j'espère aller de plus en plus vers une forme de. Puis t'as 40 ans. Vérité. C'est le moment où j'arrive. Ouais, voilà. D'aller vers l'introspection. Ouais. Dans la deuxième partie écoute, du là, j'y vais. Là, je suis en maillot. Là, j'ai mis un orteil dans l'eau. Elle est pas mauvaise. C'est froid, non, elle a 17, mais. Ouais. On est en mars encore, hein, calme-nous. Écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Quand j'avais 7-8 ans, j'ai cette image de moi à 7-8 ans. C'est marrant, alors que je faisais le singe sur un divan. Ok. J'avais une coupe au bol et les cheveux très raides. On m'appelait Mireille Mathieu ou Jackie Chan au Maroc. J'étais un petit garçon à la fois timide, très timide à l'école. À chaque fois c'était bon élève, mais juste exprime-toi, quoi. Soit moins timide, soit moins réservé. Et à la maison, j'étais vraiment le rigolo de service, quoi. J'étais vraiment le petit dernier qui déjà observait, imitait toutes les personnes qui passaient à la maison. Et puis notre maison, c'était une espèce de carrefour culturel et ethnique au Maroc. Ouais. Ou non, j'étais un gamin qui jouait, qui se contentait de pas grand chose. T'as grandi à Fès, hein, c'est ça? Ouais, j'ai grandi à Fès au Maroc, ouais. Et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu aimant et plutôt aisé. J'allais à l'école française au Maroc, mais j'ai vraiment grandi dans les deux cultures, française et marocaine. C'est important de le souligner. J'étais pas expat, quoi. Ouais. J'étais vraiment à l'école, on était français et marocain, plutôt issu de l'élite, c'est vrai. Ouais. L'école française est assez élitiste et il y avait quelques enfants d'expat. Et puis une branche de ma famille qui est berbère, qui vient de la campagne, mais vraiment, qui vient du fin fond de la campagne. Bon, depuis, il y a eu un exode rural, etc. Mais à l'époque, ouais, j'arrivais à la maison et des fois, il y a des gens qui venaient chez nous, des bergers, quoi. Donc je passais des enfants de médecins, d'avocats, de trucs à un oncle berger. J'avais même un oncle très vieux, il était aveugle et troubadour. Et un jour, il était revenu super content. Et j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, je suis super content, j'ai passé une semaine à l'hôpital, tout frais payé. Il s'était fait opérer de la cataracte. Et il avait mis l'ambiance, il avait ce qu'on appelle un bendel, les tam-tams sur lesquels on tape. Ouais. Et il nous mettait l'ambiance comme ça. C'était vraiment quelqu'un purement analphabète. Donc j'ai vraiment grandi dans cette espèce de grand écart à l'échelle d'une journée. Et j'étais une espèce d'électron libre comme ça au milieu de toutes ces facettes de la société marocaine. Et en fait, comment t'as l'impression que ça t'a nourri, toi, justement, d'être dans ce grand écart? Bah, ça donne une sensibilité surtout sur le plan social, quoi. C'est vrai qu'on voit vraiment les deux milieux, même si on baigne plutôt dans, alors pas le luxe, hein, mais l'aisance, quoi. Ouais. Besoin de rien, la chance de passer d'avoir des vacances, de partir en voyage et tout, et puis voir aussi une forme de pauvreté assez extrême parfois, ouais. Ça, forcément, ça crée une sensibilité, je pense. Ouais, on a envie quand même ça crée de l'empathie, ça crée. Donc je pense pas que ça m'ait quitté. Et c'est vrai qu'il y a toujours une ambivalence dans ce que je fais. Ouais. De
parler, dépeindre une espèce d'élite à laquelle j'ai appartenu et j'appartiens encore un peu. L'élite des cols blancs, comme on dit. C'est un peu désuet de dire ça. Je crois, ouais, il y a plus grand monde qui dit ça. Ouais. Et puis, mais toujours avec cette espèce de cynisme de, mais bon, vu de l'œil de tout le monde. Et c'est vrai que mes vidéos, souvent, on dit, ouais, c'est vachement élitiste, tes trucs, ou c'est niche. Mais en fait, il y a vraiment deux lectures. C'est vraiment aussi, mes vidéos, c'est vraiment une façon de dire entre guillemets, aux personnes qui ne sont pas de ce milieu-là, mais on appelle ce milieu-là l'élite et la réussite, justement, mais alors qu'elle est tout à fait risible. Et même si vous ne comprenez pas les termes, c'est justement ça qui est marrant. Bah oui. C'est le fait que les mecs pensent que tout ça est évident, c'est l'entre-soi, et puis que, en fait, c'est souvent des termes pour désigner pas grand-chose. Je me demandais, pour revenir un peu au petit garçon timide que tu étais à l'école, qu'est-ce qui fait en fait que tu t'exprimais pas plus à l'école alors que à la maison t'étais en mode je suis le clown, quoi? Je sais pas, bah déjà j'ai jamais été. En fait, c'est-à-dire ça me donne une idée de spectacle. Mais aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de très très manuel, tu vois. Toujours du mal avec le faire les choses. Aller vers les choses concrètes, quoi. Ouais. Et donc aller vers les enfants qui s'agitaient déjà en maternelle, ça me faisait peur, quoi. Ils jouaient à la bagarre et tout. Moi, je crois que j'ai passé le premier trimestre de maternelle collé à la salle, sous le préau. Et j'allais jamais jouer. Dos au mur, c'est ça. Peur de. Donc j'étais toujours impressionné par l'agitation. Et même aujourd'hui, quand il y a trop d'agitation, moi je veux pas être le mec qui va la ramener dans un groupe de potes. Je suis clairement pas le plus drôle, quoi. Et quand il y a de l'agitation, il y a des moments où vite je me fatigue, où j'ai peur, donc je vais me mettre en retrait. Petit côté introverti, quoi. Petit côté introverti, ou juste pas aimer l'agitation. Et donc c'était peut-être ça. Et du coup j'ai besoin de tranquillité pour m'affirmer doucement. Ok. Arriver un peu à marée basse après la bataille. Ah oui, d'être dans un environnement que tu connais, quoi. Oui, et puis il faut que je m'habitue à l'environnement avant de m'exprimer. Ok. Ouais, non, il y a 15 000 raisons d'être, je sais pas, timide. Non, je sais pas. Ça peut être la quête d'une vie que de comprendre pourquoi il y avait cette phrase sur le bulletin. Non, et puis j'avais un côté bon élève aussi. Ouais. L'envie de bien faire, c'est vrai que l'envie de bien faire, et donc forcément, pour moi, s'exprimer, c'était faire du bruit, donc déranger. Donc déranger, être mal vu, etc. Pourtant, j'ai pas vraiment été éduqué en ce sens, quoi. Enfin, on m'a jamais dit soit le bon élève, premier de la classe. Mais si, il y a quand même beaucoup de réussite, on va dire, dans ma famille, réussite académique en tout cas, dans ma famille, au sens que je n'aime pas trop, mais ouais, donc c'était important. Comment ça, dans le sens que t'aimes pas trop? Non, mais voilà, appeler ça la réussite, mais voilà. Beaucoup de gens qui ont, entre guillemets, réussi, de belles études, des parcours prestigieux, enfin, ça a étudié, quoi. Ouais. C'est une famille, quand même, d'intello. Et donc forcément, il y a cette culture du bon élève, et le bon élève est sage. Tu fais quoi comme études après? Après, j'ai eu mon bac S au Maroc, et après, j'ai été faire des prépa maths sup, maths spé à Versailles, au lycée Sainte-Geneviève. Waouh. T'es passé du Maroc à Sainte-Geneviève. Alors c'est la première France que j'ai vue, c'est quand même la France jésuite. Waouh. Assez catho, mais alors vraiment, moi on peut le voir comme une caricature, mais dire la France catho, c'est pas vrai. Déjà, c'est vraiment un lycée qui ouvre ses portes à tout le monde et toute catégorie sociale. Donc c'est payant, mais c'est vraiment selon le quotient familial et selon les moyens qu'on a, on peut ne rien payer du tout, très peu. C'est vraiment une belle c'était en tout cas, aujourd'hui je sais pas, mais une belle institution, vraiment une grande diversité sociale, d'origine, super enseignement, on faisait du sport, enfin vraiment c'était la prépa de luxe, quoi. Ouais. Avec une espèce de parc à la Harry Potter, c'est vieux bâtiments, des grandes pelouses. Et donc, non, il y a une grande tolérance, ouverture à toute forme de culte, ouverture d'esprit. Donc vraiment, c'était chouette, mais c'était un changement de monde de fou, quoi. Bah, sachant que c'est une bulle en soi. Oui. Donc je suis arrivé du Maroc, où en effet, je voyais un petit peu de tout le monde. Un truc quand même où tu te retrouves enfermé avec que des tronches, des bons élèves. La moitié de la classe avait 1 an d'avance, tu vois. Ah ouais. Voire 2. Normal. Et puis tu te retrouves, tu deviens un peu normal, quoi. Quand t'es bon élève, tu atterris dans ça et tu deviens un peu quelqu'un de lambda, quoi. Oui. Quand tu deviens quelqu'un de lambda, bah là pour le coup j'étais un peu moins introverti. Parce que là, c'est plus le bon élève. Ah yes. Et donc peut-être que là j'étais un peu plus un ouf par rapport à
qui étaient vraiment. Mais là, j'ai vu des gens introvertis, mais vraiment, ils avaient pas de couleur, hein, vraiment. Les mecs, c'était en vrai, c'était des podcasts, quoi. Quand ils te parlaient, tu les voyais pas, ouais, vraiment des gens très, très, très invisibles, très forts dans la timidité, quoi. Et t'as la sensation que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit, ok, c'est quand même étonnant et ça me ressemble pas tout à fait, ou. Bah, ça, je pense, ça, ouais, inconsciemment, tu vois, en te le disant, ça a dû commencer à germer. En tout cas, ça aide à s'affirmer un peu. Mais déjà, quand j'étais petit, je te dis, je faisais le pitre, hein. Et puis, j'ai eu des petits pics quand même, où j'étais, après, avec mon groupe de potes, j'étais très à l'aise. Je faisais de la musique en groupe. Ouais, le fait de faire de la guitare hein, à l'adolescence m'a Yes. à sortir de ma coquille et à me donner en spectacle déjà. Tu faisais ça? Je faisais ça, ouais. J'ai fait de la guitare à partir de 12-13 ans. Et puis j'ai joué dans des groupes du lycée, on jouait mal avec des guitares désaccordées, mais je chantais mal et tout, mais oui, ça poussait la chansonnette déjà. Et Nirvana, tout ça. Bah, normal. J'ai mué sur Nirvana et donc on sait pas trop si on a mué quand on chante Nirvana, quoi. Quand on essaie d'imiter Kurt Cobain. Ah bah, on sait pas. A-t-il mué? Pour moi, ça va. Il a pas laissé le temps de savoir. T'as des artistes dans ta famille? Reconnu en tant que tel, non. Non, ou t'as grandi dans un milieu artistique? Mais ouais, mon père a un côté artiste assez fantasque, assez un original, quoi. Puis musicien, oui, il joue de la guitare. Il joue tout le temps de la guitare, comme il respire, mais vraiment, c'est-à-dire que... Ah oui, il a tout le temps de guitare. On avait une musique de fond, rien de virtuose, mais toujours les mêmes trucs, et donc c'était une espèce de... Okay. Comme un écran de veille, mais en son. Ils faisaient quoi comme métier, tes parents? Ou ils font quoi? Ils étaient... ils sont à la retraite, mais ils étaient profs d'anglais, mon père, et prof de SVT. Ok. Ma mère, et... mais je crois qu'ils ont pas fait que ça. Il y avait des moments, des périodes où ils ont pas bossé, et ils ont essayé d'autres choses, avec plus ou moins de succès, un peu d'entrepreneuriat, un peu de... mais ouais, c'est vrai que j'ai pas l'image de parents qui allaient au boulot beaucoup, quoi. Mais ouais, non, ils ont bossé un peu en pointillé, mais bon, ils ont réussi à arriver à la retraite. Bah, à un âge vraiment, vraiment prématuré, je crois. Ah ouais. Alors on parle du débat sur les retraites, non, parce que quand t'as été prof, je crois que t'as eu 3 enfants, tu as droit quand même à partir avant, et c'est bien. C'est vrai que c'est une bonne chose. Moi, je suis pour ces choses-là. Et donc non, des fils de prof, ouais. Donc peut-être aussi cette envie de bien faire aussi, bien peut-être. Oui. Sans aucun doute. Ouais. Mais donc toi, je fais mes études en France, oui. Ouais. Et après j'ai intégré. T'as intégré Centrale, donc qui est une grande école d'ingénieurs. Et en fait, à l'époque, c'est quoi? Comment tu vois ton parcours à l'époque? Est-ce que tu te dis, ok, bah je vais rentrer dans le système et je vais le bouffer de A à Z et premier degré, comme tu dis, c'est t'énerver sur des acronymes, quoi? Bah, je le voyais pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que j'ai fait ça parce que j'ai fait prépa, mais je voyais la prépa comme une fin en soi. C'est-à-dire que pour moi, c'était un métier d'être bon en maths, quoi. Et je n'avais aucune vocation à être ingénieur, en fait. Je te jure qu'en rentrant en prépa, je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur. Mais comment ça? C'était pour intégrer une grande école. Une espèce d'élitisme, beaucoup nourri par l'élitisme de l'école française au Maroc et l'élitisme ambiant dans la sphère un peu bourgeoise, dont je faisais pas partie, mais qui était, voilà. Qui faisait partie de mon quotidien, quoi. Mais on a une promo de ouf, hein. Nous, il y a que dans la promo, il y a que des gens des médecins, des avocats, des notaires, des entrepreneurs, parfois héritiers, Ouais. Mais ouais. Et donc j'allais avec l'idée de réussite. Voilà. C'est ça qu'aujourd'hui tout ça n'a plus vraiment de sens pour moi, parce que voilà, on avait une espèce d'idée de réussir, parvenir. Et donc je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur la prépa. Pour moi, c'était pour essayer d'avoir la meilleure école possible. Voilà, avoir des bonnes notes, ou pas avoir des mauvaises notes comme on racontait de manière très romancée sur la prépa, etc. Avoir un bon classement, mais ça sert à rien, ça, en soi. Et donc, quand j'ai intégré l'école Centrale, j'étais content d'avoir Centrale, quoi. Vraiment, c'était le prestige. J'ai été nourri à ça beaucoup. Bah oui. Pas par ma famille, par une espèce de... déjà par la prépa, j'imagine. Par la prépa, ouais. La prépa, après tu rentres. Ça te forme à aller chercher le plus haut possible. Ginette Sainte-Geneviève, c'est pour le coup très élitiste. C'est-à-dire que, on t'a dit, il y a les grandes écoles et il y a les autres, quoi.
Et donc ça c'est pas génial comme esprit. Mais on t'apprend pas le sens. On t'apprend pas tiens, en fait. Si, mais si tu veux, on a dû avoir des conférences de gens qui sont venus nous parler, mais c'est rentré par une oreille et sorti de l'autre. Moi, j'ai qu'une envie, c'était retourner travailler et préparer mon oral de maths du lendemain. On est scolaire. Généralement, les bons élèves sont pas très mûrs, enfin, souvent. Ouais. Ou alors si, mais alors c'est des élèves un peu plus rebelles. Généralement. Moi, j'étais docile et bon élève et scolaire, en fait. J'étais scolaire, j'étais pas une tronche, hein, loin s'en faut. Mais j'en ai vu des tronches, hein, ouais. Des mecs comme ça qui ont l'air de rien, fichaient rien, et puis ils ont l'intuition, ils ont le truc. C'est beau, hein, d'ailleurs. Et moi, j'étais juste scolaire, donc, j'étais pas à ma place, au fond. Je forçais. Je forçais. Mais t'as forcé longtemps quand même. Ah, j'ai forcé longtemps. Après, j'ai continué à forcer. J'ai pris sur moi en école. J'étais pas à ma place, c'est pareil. Je me forçais à aller en cours. Mais voilà, il fallait réussir. Donc j'ai survécu pendant 3 ans. 4 ans, parce que j'ai fait une année de césure qui m'a fait beaucoup de bien. Ok. Ce que j'ai retenu de ces années à l'école centrale, qui est par ailleurs une super école, qui me soutient d'ailleurs vachement aujourd'hui. Plus en tant qu'artiste qu'en tant qu'ingénieur. Parce que je faisais pas du tout honneur à l'école. Et ce que j'ai retenu, c'est mes voyages. Les voyages que m'a permis de faire l'école. J'ai fait un stage en Chine la première année, qui m'a métamorphosé à 20 ans. Je suis revenu, j'étais pas le même, quoi. Ça t'a fait quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année en Chine pour toi ? Non, pas 2 mois, juste. Ah, 2 mois. 2 mois. Je suis parti vraiment quasi seul. Ouais. Seul, et j'étais dans un labo franco-chinois, mais bon, en fait, tu sentais que c'était juste un truc pour mettre en place un partenariat. Tu faisais lire des articles, puis tu arrivais à 10h, tu repartais à 4h, et le reste du temps, tu vivais Pékin, quoi. Ok. Et j'avais aucune notion, quasiment aucune notion de chinois. J'avais ma méthode à 6000. Et puis, j'étais là, à Pékin. Alors, j'ai visité des monuments, mais surtout, le délire, c'était d'être en Chine, en plein été, plein cagnard, et vivre des journées banales, en fait, pendant 2 mois. Mais des fois, vraiment, ça me pesait. La solitude, l'éloignement, et puis vraiment, t'arrives dans un pays où il n'y a pas un trait de caractère qui te parle, quoi. Il y a quelques chiffres de temps en temps, les numéros de bus, mais si tu veux, ils vont pas faire l'effort de traduire en anglais, quoi. Donc, je suis arrivé, j'avais quelques notions de la méthode A6000, que j'avais révisé dans l'avion, un bon élève. Et tu te rends compte, quand ton capital linguistique, tu l'épuises très très vite dans le hall de la gare ou de l'aéroport, et après, c'est fini. Après, c'est fini, faut approfondir un peu. Et j'ai survécu, mais non, mais ça c'est génial, ça t'oblige à aller vers les gens, à t'exprimer coûte que coûte, ça forge un sens de la volonté de parvenir à quelque chose, mais là, le quelque chose en question, c'est prendre le bon bus, aller partir dans le bon sens, manger ce que tu veux, ce que tu souhaites, ou ne pas manger ce que surtout tu ne veux pas parce que tu loues. Oui. Ça peut atterrir dans mon assiette, ça, si je m'exprime pas. Donc, je me suis retrouvé, des fois, embarqué dans des aventures au 14e étage d'un immeuble par des gens qui viennent m'aider, mais qui n'ont pas compris ce que je voulais. Et donc, tu te retrouves au milieu de gens que tu connais pas, ou à discuter avec des gens assis sur le trottoir, mais discuter en gestes, en cris d'animaux, en quelques mots de dictionnaire. Et ça t'a changé. Ça m'a changé. Et après, j'ai fait une année de césure où j'ai été à Barcelone 6 mois, où j'ai travaillé là-bas, et en espagnol et tout ça. Et c'est pareil, tu reviens vachement plus dégourdi, tu sais un peu plus ce que tu veux. Donc j'ai un peu plus saisi ce que c'était que travailler en entreprise. Mais c'est pareil, j'étais un peu à côté de la plaque, je pense, au fond. Même si, non, après, quand j'ai bossé, j'ai été assez impliqué. Mais j'ai compris que, assez vite, que j'avais beau bosser les matières scientifiques, etc. J'étais pas fait pour ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'étais fait pour cette espèce de tiers ou de moitié dans laquelle atterrissent beaucoup de gens qui font ces études-là, commerce ou ingénieur d'ailleurs. Une espèce de sphère de technocrate. C'est pas de la science, c'est de la pseudo-science. Ouais. C'est pas des sciences molles, c'est des sciences floues. Et encore non, parce que les maths floues, je crois que c'est une branche des maths qui existe. Mais une espèce de truc comme ça où en fait c'est du bon sens maquillé en concept, quoi. Et au final, les concepts sont là pour te juste légitimer tout ton parcours que tu aurais pu éviter, en fait. Parce que je pense qu'en faisant l'école de la vie, il y a des gens qui s'en sortiraient beaucoup mieux que toi et t'oses pas te l'avouer. Il y a une grosse partie de la population des cadres, et c'est un peu ma cible, et c'est là que j'arrive à chatouiller et faire mal. C'est les gens qui sont dans cette espèce de soupe, les gens qui sont très techniques, voilà, qui vont te dimensionner des centrales nucléaires, que tu veux. Tu luttes pas, quoi. Souvent, depuis petits, ils comprennent la physique, ils
ils connaissent et ça les passionne. Mais quand t'as pas vraiment été attiré par ça et que t'as fini quand même au final avec le même papier qu'eux, tu finis pas au même endroit. Ouais, c'est clair. Et donc là, tu commences à réaliser que ouais, peut-être que tu t'es trompé de voie, ou en tout cas c'est une voie où il n'y a pas vraiment de place. C'est une voie où tu survis, où tu bricoles, quoi. Tu bidouilles. Je sais pas si t'as suivi le travail de Céline Marty, qui est une philosophe. Son nom me dit quelque chose, mais j'avoue que qui a écrit sur tous les bullshit jobs et qui a une vraie idée de, en fait, supprimons-les tous. Et en fait, ça va créer d'autres sphères, d'autres trucs. Ouais. Et surtout, souvent, ils sont malheureux, quoi. Ces gens qui travaillent dans ces. C'est ça, mais en fait, c'est difficile après parce qu'on se moque de ces bullshit jobs, mais au final, et c'est souvent des personnes qui ont de l'autodérision. Hein. Oui. Et c'est vrai que très souvent, elles se rendent compte que si elles décident, je parlais avec un mec comme ça hier, si elles décident de déserter un jour le travail, ça va pas du tout changer quoi que ce soit. Mais toujours est-il qu'on arrive à trouver une utilité à ces jobs-là. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils servent une complexité qui a été créée de toutes pièces, mais progressivement, sans qu'on s'en rende compte, qui a accompagné la digitalisation, l'ère numérique, etc., a créé des jobs, des concepts, parce qu'on a un peu très schématiquement éloigné l'outil productif dans des pays moins chers. Et donc, petit à petit, on s'est mis à gérer des concepts ou des numéros plutôt que des gens qu'on allait voir à l'atelier à l'époque, quoi. Ouais. C'est encore le cas, hein, il y a encore des usines en France, il faut pas non plus. Mais ouais, globalement, on a créé de la mousse, beaucoup de mousse. Et les systèmes d'information créent, ça semble simplifier la vie quand on appuie sur une appli et que nous sert ce qu'on veut. Mais derrière, il y a des usines à gaz, des heures de réunion, Oh là là. pas possible pour justement arriver à ça. Et puis après, il y a des normes, et donc c'est là que naissent ces bullshit jobs, mais qui à la base sont toujours rattachés à un besoin concret, quoi. Et je pense que la vraie question, c'est est-ce que tous ces besoins sont légitimes, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces applis, je sais pas, mais les applis, j'en sais rien, une appli de running qui t'envoie toutes les Puis il y en a minutes. Puis il y en a 152 en plus. Ouais, il y en a 152. Pourquoi tu vas toi aussi de ta petite appli? Pourquoi tu vas de ton jeu vidéo? Toutes ces choses-là qui nourrissent l'industrie du jeu vidéo. Le métaverse. Pourquoi? Le métaverse. Pourquoi le métaverse? Je sais pas. Et là, en même temps, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, tu vois. Pourquoi le métaverse? Et d'un autre côté, je suis là, fais bien gaffe. Parce que t'as vu Second Life déjà. Pas glisser. Et tu sais que c'était un échec et je vois pas du tout. Moi, j'arrive pas à voir la différence, quoi. Non, moi je vois pas en quoi le seul argument, c'est Facebook a mis des milliards dessus. Mais bon, il en a perdu pour l'instant. Et je m'en réjouis. C'est très bien. Je m'en réjouis. Et en même temps, vieux con que je suis. Et en même temps, t'as une grosse partie de ton business qui repose aussi sur Facebook. Ouais, et bien sûr, je me faisais cette réflexion ce matin. Je me disais, mais purée, en fait, oui et non, parce que moi, la scène, c'est la scène avant tout. C'est la scène de ton mais business, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça te permet de te faire connaître. La scène dépend aujourd'hui des réseaux sociaux. Moi, si j'en étais pas dépendant, je te jure, j'y serais pas, quoi. Vraiment, d'ailleurs, je ne me sers que de mes comptes pro. Enfin, en cas des fins pro, je dévoile très peu de choses sur ma vie privée. Et rien d'ailleurs. Ou alors quand je partage une photo de vacances, il y a toujours un lien avec mon humour, ce que je fais, mon actu. Mais on est dépendant de ces trucs-là, c'est vrai. Et donc peut-être que en me moquant de ça, je scie la branche sur laquelle je suis assis, mais c'est pas grave. Oui, c'est important. Je me sacrifie pour le bien de l'humanité. Non, puis c'est important d'avoir un peu de recul là-dessus, quoi. Moi, je suis un peu dans la même position, tu vois, où je déteste ces plateformes, et d'un autre côté, je me dis si elles sont pas là, c'est compliqué. Et en fait, d'un autre côté, si j'arrêtais de nourrir ce truc, peut-être en fait que tout simplement ça s'arrêterait, quoi. Enfin, moi et plein d'autres gens, quoi. Tu vois. Et puis ça crée de belles choses, ça crée de beaux projets, de belles rencontres. Mais oui, c'est sûr. Mais peut-être qu'elles se seraient créées autrement. Oui. Mais non, c'est vrai que ça crée une multitude de. Même dans la sphère audiovisuelle, il y a trop de choses qui sortent, trop de séries. Même ça, tu vois, on pourrait le remettre en cause. Et moi-même qui participe à quelques projets comme ça, je veux bien le remettre en cause. Pourquoi y aller moi aussi Là, ça s'est un peu calmé, mais à un moment, chaque humoriste avait sa série, quoi. Oui. Un truc venu des États-Unis encore. Mais c'était la grande mode, quoi. Je fais ma série. C'est devenu presque une expression toute faite. Je travaille sur ma série, là. Ça s'est vite calmé, ça a duré 2-3 ans. Et j'entends beaucoup moins d'humoristes qui me disent je travaille sur ma série. Il y a Netflix a... Ouais. Et puis toutes les plateformes ont un peu coupé le robinet. Ils ont coupé le robinet, donc il n'y a plus de ma série. Plus d'argent. Moi, j'ai pas eu le temps de le dire parce que je suis toujours un peu en retard. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton spectacle, c'est qu'effectivement, tu as tout un fil rouge où tu racontes et tu
enfin, tu fais ton spectacle, en fait, ton show, mais il y a aussi beaucoup de moments où tu vas questionner les gens. Et la fois où je suis venu te voir, il y avait un banquier qui s'était transformé en fromager, en crémier fromager. Ouais, au Théâtre Libre. Au Théâtre Libre. Et j'avais trouvé ça... En fait, je sais pas déjà comment t'as fait pour le trouver, parce que bon, t'as une salle... Le flair, je commence à être physionomiste. Tu le vois, il dit, tu fais quoi dans la vie? Et il a pas lâché l'info tout de suite. Hein. Oui, Pourtant, j'ai demandé. Hein. Et à la fin, dans une espèce de silence malaisant, il a fait allez, ok, c'est bon. Ça, c'est des techniques de torture. Ça s'appelle la technique de la dernière goutte. Tu laisses le mec t'interroge dans le silence. Et à un moment, il va lâcher l'info. Je connais bien ça. Après, c'est long. J'ai gagné. Quand on fait un podcast. Mais et en fait, pour moi, ça prouve vraiment ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire à un moment donné, ce mec est banquier. En plus, il s'est fait lourder, je crois. Il raconte qu'il s'est fait virer et que la banque lui a filé un gros chèque en partant. Oui, donc il s'est arrangé pour se faire lourder, quoi. Oui. Ouais. Il y a des gens que le lourdage arrange. Hein. Toujours. On n'est pas logé à la même enseigne que des gens qui sont vraiment victimes d'un plan social. Oui, c'est clair. Et je trouvais ça intéressant, en fait, que t'es toi aussi dans ton, et j'imagine que ça fait partie de ton public, tu vois, d'avoir des gens qui ont fait ce mouvement-là, tu vois, qui sont revenus vers un métier manuel, quoi. Bien sûr, je les attire. Je les attire parce que je dépeins ce phénomène. Mais j'ai pas écrit dans le but d'être justement exclusif. Hein. Mais forcément, oui, on fait rire les gens qui s'identifient à nous en première ligne. Et donc j'en ai beaucoup des gens en reconversion qui l'avouent pas parce qu'après ils ont pas envie de prendre la parole, mais qui viennent me voir après. Il y en a qui me disent aussi merci, tu as déclenché une réflexion, tu as nourri ma réflexion et tu m'as encouragé à. Il y en a qui m'ont dit je suis venu te voir 2 fois et à chaque fois j'ai changé de métier. Bah, génial. Et en même temps, pourquoi on fait pas plus ça, quoi, tu vois? Oui, bah après, pareil, encore une fois, les phénomènes de mode, faut faire attention, quoi. Pour changer aussi, il y a un moment où on change parce que l'autre a changé, parce que, alors c'est pas ça donne envie de quitter un truc qui nous met mal à l'aise, mais après, on n'est pas obligé non plus. Ah, ouais. Mais oui, bien sûr. Je sais qu'en Islande, le gouvernement, il incite à se reconvertir. Ils sont que 300 000, si tu veux. Donc, ils sont obligés à un moment donné de tourner, de faire des métiers. À 3, on rebat les cartes. Et en fait, toi, le boucher, banquier, toi, le banquier, ailier droit. Il n'y a pas de CDI, par exemple, tu vois. D'accord. Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. C'est juste. Pourtant, l'Islande est un pays à durée indéterminée. Oui, jusqu'au moment où il va y avoir un volcan qui va se réveiller. Ouais, c'est une espèce de. L'Islande, je vois vraiment comme une espèce de constante. Mais c'est une image qu'on se fait de l'Islande. J'ai eu la chance d'aller en Islande d'ailleurs quand j'étais ingé. Ah ouais. Je voyageais beaucoup, mais j'étais vraiment bien loti. J'ai même été embarqué dans un petit avion, un petit coucou au-dessus des volcans. Oh là là. Tu vas faire le truc de la pesanteur et tout. Ah ouais. Putain, je suis un flippé de ça. Il m'avait embarqué là-dedans. C'était le client, tu pouvais pas dire non. Et, très froidement, tu sais. Avec une froideur apparente, en tout cas, à nos yeux. Oui. On avait fait une bonne journée de travail. Et you know, I'm the president of the aerodrome of Reykjavik. Want to come to my plane? Et je fais, oh, yes. Et les autres, ouais, carrément, les autres, ils aimaient bien hein, le saut à l'élastique et tout ça. Moi, j'aimais pas ça. Je me retrouvais embarqué dans ça, c'était cool. Sortie de zone de confort, j'ai envie de te dire. Ouais, sortie de zone de confort, voilà. Storytelling derrière TEDx, direct. TEDx aussi, ça n'existe plus, ça. Si, ça existe encore. Ouais, si. On les voit moins, si, il y en a. Bah, il y en a toujours, hein. C'est moins prestigieux. J'en ai fait un. Bravo. Ouais, j'y suis allé de mon petit TED aussi. Enfin, TEDx. TEDx, calme-toi. Saclé, ouais. T'as TED, t'as TEDx. Ouais. Et puis t'as la ville derrière. Avec beaucoup de traits d'union parfois. TEDx, ici, les Moulineaux. Ouais, c'est sûr. Pour revenir à ton parcours, en fait, donc tu rentres dans un job d'ingénieur. C'est quoi le moment où tu te dis ok, je suis plus bien, je suis plus à ma place, il faut que je fasse un truc, parce que si je me trompe pas, t'as été pendant très longtemps humoriste tout en étant ingénieur à côté, c'est-à-dire que t'as lancé ta carrière comme un side job, c'est un side hustle, comme ils disent. Comme un hobby au début, comme un hobby. Et pendant longtemps, vraiment, je le disais clairement aux gens autour de moi, et qu'on soit clair, c'est un hobby, ok. On fait ça. Je vais jouer mon sketch à la fête de fin d'année, au barbecue d'un tel. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Tu te mentais à toi-même quand tu disais ça. Je me mentais à moi-même, mais dès le départ, je pense. Dès le départ. Même, je te dis, peut-être pas la prépa, parce que vraiment, ça, bon, il y avait une fin, la prépa, c'était réussir. Oui. C'est objectif débile, mais après, vraiment, c'était là, oui, mais, oula. Donc après, c'est ça toute la vie. C'est ça toute la vie. et puis, tu te retrouves avec des gens qui te parlent, qui maîtrisent ce qu'ils disent, et tu peux plus dire que tu maîtrises pas.
Et donc, bon, bah, après, j'étais pas non plus un imposteur ou un mec teubé, j'arrivais quand même à comprendre. Mais globalement, c'est ce truc, t'es pas à ta place, quoi. Et je le sentais, mais au début, non, au début, tu pars avec une bonne résolution, et puis petit à petit, elle s'effrite, et puis il y a un quotidien qui s'installe. Puis une fois l'euphorie de la nouveauté du job, de découvrir ce que c'est que gagner sa vie, son passé, ben, oh, tu te dis, là, ça commence à devenir long. Tu te dis, oh, là, c'est l'hiver. Winter is coming. Winter is coming. It's bien here. Et pourtant, on était sur la Côte d'Azur. Et oui, parce que t'étais à Sophie Antipolis, c'est ça? J'étais à Sophie Antipolis, ouais. Plutôt classe. C'était cool, ouais, non, vraiment, puis des collègues sympas et tout. Mais c'était quoi ta question? C'était plutôt, en fait, comment t'as fait pour petit à petit te dire, ok, il est temps, ou est-ce que t'as eu un déclic à un moment donné? Est-ce que t'as eu une réunion de trop? Non, franchement, il n'y a rien eu de, non, et les déclics, pour ma part, qui était vraiment bien loti, je te dis, moi, j'avais vraiment les bons trucs, j'avais les bons postes, j'avais des primes, j'étais toujours dans les petits papiers, au courant des décisions avant les autres, parce que élitisme. Mais parce que corporatisme. T'as beau avoir tout ça, et tu peux aussi avoir envie de crever à l'intérieur, quoi. Ouais, mais en fait, non, parce que j'avais une vie quand même assez équilibrée. Okay. Mais j'ai vraiment été nourri par le plaisir de découvrir la scène, quoi, et de faire rire à partir de blagues que j'avais écrites et que j'avais peaufinées d'une semaine sur l'autre. Je me dis, tiens, regarde, tu agis sur une blague, c'est super. T'as nouvalisé des sketchs, tu peux un peu te raconter. Avec plus ou moins de pudeur, avec beaucoup de pudeur même, au départ, mais ça me plaisait, donc c'est vraiment ça qui m'a poussé au bout de 3 ans à me dire allez, franchis le pas, mais c'était pas en réaction. Alors bien sûr après, on peut toujours dire oui c'est parce que je m'ennuyais, etc. Mais storytelling, tu peux storytelling, ouais, mais non, ce que j'aime raconter, c'est tu vois à quoi ça ressemble le Sophie Antipolis, il y a que des arbres et des entreprises avec des ingénieurs dedans. Oh, putain. Et donc je dis moi je peux pas raconter des histoires à la François-Xavier de Maison qui te dit j'étais fiscaliste à New York, et puis à un moment, je regarde par la fenêtre et je vois un avion qui rentre dans une tour, et puis un deuxième. Voilà, je dis à quoi tient la vie? J'arrête tout, je me lance. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai vu un mec faire du running dans une forêt de cyprès. Un mec de trop. Un sanglier s'est pris un arbre. Enfin, rien d'excitant, ça, quoi. Si tu peux plus pépère, tu meurs. Et je pense que c'est justement le confort, comme je dis souvent, ou la tranquillité qui m'a fait peur. Parce que c'est des cursus où tu fais pas vraiment d'efforts. Bien sûr, il y a la prépa, on te présente ça comme une guerre qui te donne accès à justement un cercle de privilégiés, et c'est vrai en plus. Mais on oublie toutes les autres guerres des gens au quotidien qui se battent pour avoir une place. Et aux portes de ça ou pas, ou loin de ces sphères-là, mais les infirmiers, c'est la prépa tout le temps, quoi. Et la prépa, prépa genre t'as 4 en maths, hein. Non, oui, t'as des escarres à soigner, des personnes âgées à changer, des gens qui meurent, des gens qui font des crises d'épilepsie, des gens qui meurent, des manques de moyens. Et ça, non, ça c'est sous-payé, c'est gentiment applaudi pendant 2 mois et puis c'est tout, quoi. Donc non, j'ai fait ça en parallèle pendant 3 ans, et puis après je me suis dit non mais là si tu veux te donner la chance d'aller plus loin dans ça, parce que c'est vraiment ce que tu aimes, parce que j'en arrivais au point d'espérer ne pas être envoyé au bout du monde dans des pays ou des îles paradisiaques, hein, vraiment, pour pouvoir participer à tel festival dans des bleds paumés, hein, avec beaucoup de traits d'union. Même les TEDx ils y vont pas. Les TEDW peut-être, mais pas la version low cost du TEDx irait peut-être là-bas. FedEx. Oh. PEDX. Et donc là, je me suis dit, allez, vas-y, donne-toi une chance. Et je me suis lancé à temps plein. T'as l'impression, pendant ces 3 ans, d'avoir ingénieuré ton humour, tu vois? Est-ce que t'as appliqué ce que t'as appris d'ingénieur et peut-être ton cerveau? Je sais pas à quel point ton cerveau a été aussi habitué, à quel point. Si, certainement. En plus, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Claude Crespin, qui vient du cirque, et qui très vite m'a fait comprendre que c'était un métier, quoi, et que vraiment il y avait une mécanique d'écriture, de mise en scène, de jeu d'acteur. Donc très vite, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui me dise ça. C'est pas juste t'arrives et spontanément tu parles, tu fais des blagues et c'est jamais les mêmes. Non, c'est toujours les mêmes. Parce à l'échelle d'un spectacle. À l'époque, il n'y avait pas encore podcast, il n'y avait pas encore de vidéos YouTube où il y avait des humoristes qui parlaient. Il y avait quelqu'un du spectacle qui venait vraiment du monde du cirque et
qui lui mettait en scène d'habitude des clowns, des acrobates, des jongleurs. Comment t'as trouvé ce mec? C'était le compagnon de ma prof de théâtre. Qui animait cet atelier purement amateur et hobby. Mais qui très vite est devenu ma carotte, ma soupape. Enfin, même pas ma soupape, parce que j'étais pas mal, je suis à côté, mais c'est juste ma bulle d'oxygène, de nouveauté, où je rencontrais des gens autres que de mon milieu aussi. Ouais. Parce que Sophie Antipolis, c'est assez fermé, et même si j'aime beaucoup les gens qui y sont, bah, ça fait du bien de rencontrer des gens. Voilà, quand tu dis, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, je suis magasinier, je suis groom dans un palace à Monaco, je suis concierge, ou autre, hein. Et ça fait du bien. Ou un stit, ou infirmière. Ça fait du bien de se reconnecter un petit peu ça me faisait beaucoup de bien. Et alors, comment ça se passe c'est quoi, en fait, au bout de 3 ans, c'est quoi le premier truc que t'as fait pour te dire, ok, maintenant, je suis humoriste à plein temps et j'y vais? Le premier truc que j'ai fait, c'est de me retrouver comme un débile chez moi, avec rien, me réveiller le matin et me dire, on fait quoi? Y a rien, là. C'est-à-dire que t'as pas de date. T'as quelques dates, ouais, t'en as 10. T'as un spectacle qui vaut ce qu'il vaut, qui finalement est pas si ouf que ça. Parce qu'il y a encore. T'avais déjà 1 heure quand même? Ouais, j'avais 1 heure. Ouais. Mais maintenant, si tu me demandes de prendre la même décision aujourd'hui sur la base de cette heure-là, jamais j'y vais. Mais jamais. C'était mauvais. Oui, mais tu connais j'y croyais, ouais. ce vieux truc. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Voilà. Mais c'est certainement le cas aujourd'hui de ce que je fais. Mais en tout cas, j'y croyais à ce moment-là et j'avais des rires. Et je n'avais des rires que parce que j'y croyais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'essayais de faire les mêmes blagues, mais je les saborderais parce que j'y croirais pas. Mais je les faisais avec l'œil qui brillait, quoi. Et donc j'y croyais et j'avais ça et je sais pas, il y avait un peu de réseaux sociaux. Non, je prenais mon téléphone et j'appelais les salles. Vraiment, je tapais Lyon, je zoomais sur Google Maps et tous les bleds. Je prenais le numéro de la mairie ou de l'association du comité des fêtes. J'appelais, bonjour, je suis humoriste, j'ai un spectacle. Ah, d'accord, merci. Et j'appelais comme ça, et parfois, t'avais quelqu'un qui disait, oui, je vous passe le numéro d'un tel qui est en charge des événements, du feu d'artifice du 14 juillet et du spectacle de fin d'année. Et parfois, je tombais sur des programmateurs qui m'envoyaient bouler. En plus, c'était à l'époque de On demande qu'à en rire, l'émission de Ruquier, dont j'étais pas, où j'ai fini par y participer et me faire déglinguer. T'avais pas trop le choix, je crois, à une époque, vraiment. Oui, pas le choix, mais j'avais pas du tout la solidité pour le faire. Et donc, souvent t'appelais, ils disaient, vous faites On demande qu'à en rire, non? Bon, désolé, on va prendre un tel parce que lui, il marche en ce moment. Donc c'est très politique, hein, les choix parfois dans les salles. Ouais. Et puis parfois il y a des gens qui me donnaient ma chance. Et puis à Lyon, il y a un vivier de café-théâtre qui sont des lieux qui sont vraiment qui poussent pour le coup les gens qui sont pas connus et qui leur donnent la place, qui parfois vont sacrifier des recettes, hein, parce qu'ils pourraient très bien faire venir telle star roder son spectacle. Ils pourraient faire que ça, mais ils font pas que ça. Et ils donnent leur chance. Il y a des artistes qui sont locaux, qui n'ont jamais été médiatisés et qui font leur vie comme ça. Et parce qu'ils arrivent à se renouveler, à créer des pièces à petit succès, mais ils sont là, quoi. Et donc j'ai quand même toujours été dans cette sphère-là aussi. Et petit à petit, les cafés-théâtres te font confiance. Pas toujours, hein, pas tout de suite. Au début, ils disent ouais, j'aime bien, mais bon, c'est pas prêt. Allez, je te donne une demi-heure. Tiens, viens partager la scène avec un tel. Et puis un jour, il y a un déclic qui se fait. T'as 1 heure, tu fais confiance, tu joues là. Ça marche. Un festival d'Avignon, une rencontre petit article, j'en sais rien. Et puis après, Internet arrive. Et petit à petit, tu te c'est Internet, t'as l'impression qu'il t'a... Ouais, mais vraiment, alors toute proportion gardée, parce que moi, vraiment, on est en train de parler de mon parcours comme si j'avais... Alors, désolé, mais tu vas faire l'Olympia. Oui, je vais faire l'Olympia. Excuse-moi. Je vais faire l'Olympia. J'ai choisi de le faire. Je le redis. C'est vraiment pour le verbaliser. Oui, c'est vrai. Non, pour le verbaliser, non, mais c'est pour dire aussi que c'est très sincèrement un kiff qu'on s'offre avec ma prod. De dire, on fait l'Olympia pour la dernière. Enfin, c'est-à-dire que l'Olympia, au fond, entre guillemets, n'importe qui peut le faire. Il suffit de payer, quoi. Donc, on prend le risque financier de faire l'Olympia. C'est ça. On va rien gagner du tout, mais c'est pas grave, on le fait. Parce que c'est l'Olympia. Il y en a qui naturellement vont commencer à l'Olympia. Je crois que c'est Alex Lutz qui commence par l'Olympia. Tu vois, quand il fait ses spectacles, il rôde à l'Olympia. Moi, je rôde pas au niveau 0 de l'altitude. Je rôde sous le niveau de la mer, moi, quand je rôde des spectacles. C'est quoi? Il rôde à l'Olympia, là, où t'as des gens qui font, je sais pas, Marina Rollman, elle fait 8 Olympias, plein, comme ça, de fête, quoi, ça.
Moi, alors, ça va être plein, je pense. En tout cas, ça se remplit bien, mais c'est quand même un petit challenge, quoi. Mais oui, je fais l'Olympia, j'assume, et je le dis. Oui. J'en suis fier. Mais c'est pour dire que non, mais toute proportion gardée, quand tu me dis il y a eu un avant et après Internet a créé des frémissements qui, en effet, me permettent de m'ouvrir des portes, notamment de belles salles. Mais tout ça est vraiment à échelle artisanale. Mais oui, Internet a changé la donne. Et bien sûr, moi, j'ai toujours un temps de retard. Donc j'ai mis du temps à me mettre à faire des vidéos. J'ai fait des vidéos de cuisine en 2016. Tu racontais tout à l'heure. Je te disais ça tout à l'heure. Qui ont fait un petit pchit, mais qui, mine de rien, m'ont ouvert des portes. Pourquoi t'as fait des vidéos de cuisine à l'époque? Parce qu'à l'époque, j'avais un spectacle qui s'appelait Melting Pot, où je parlais beaucoup de mes origines. Donc la cuisine, ça va de soi. Et j'aime beaucoup cuisiner aussi. C'est vraiment un truc qui me fait beaucoup de bien, que je fais assez naturellement. Et il y avait pas vraiment, il y avait les tutos de Jérôme Niel, là. Oui. C'était pas voilà, c'est vraiment de la cuisine. Mais lui, il cartonnait. Et moi, je faisais des vraies recettes où vraiment, tu la regardes, tu peux vraiment apprendre à faire le plat avec plein de petites vannes, avec des cuts YouTube des années 2010. Bah oui. Après, il y a eu les recettes pompettes, mais c'est pareil. Oui, les recettes pompettes de poulpe. C'était pas du tout des vraies recettes. Mais il y avait un vrai concept. Moi, c'était juste des recettes avec du sketch. Donc, ça n'a jamais décollé, mais j'ai commencé à faire ça. Donc, ça m'a donné envie de faire des vidéos. Et après, j'ai arrêté de jouer Melting Pot. Et c'est là que j'ai commencé je suis revenu à Lyon. Enfin, j'ai toujours habité à Lyon, mais j'ai arrêté d'aller à Paris pour jouer mon spectacle et essayer de percer. Ce qui voulait déjà plus rien dire. Ça veut rien dire percer aujourd'hui. Mais c'est important. Enfin, pour moi, tu dis ça comme si. Non, mais percer, c'était lié aux médias, à la télé, en fait. C'est ça. Et la télé n'a plus ce pouvoir, vraiment. Oui, mais il faut quand même être à Paris. Tu vois, pour moi, il y a un truc. De moins en moins, quand même. Alors, je crois qu'à un moment donné, tu peux, comme tu dis, rester très longtemps un artiste local, entre guillemets. C'est pas péjoratif, et de vivre. Non, il faut oui. Et en fait, à un moment donné. Tu crées beaucoup plus de rencontres. Voilà, c'est ça. À Paris, non, puis je l'ai fait, je le fais encore. Mais en tout cas, il y a un côté très dichotomique. Quand tu viens de province, je vais à Paris. Et j'y vais pas pour chômer, quoi. J'y vais pas pour enfiler des perles, quoi, tu vois. Et donc, il y a un moment, ça, c'est très fatigant. Ça n'a rien de naturel. En tout cas, surtout quand t'es pas très paillette comme moi. Ouais. Et donc, à un moment, je suis revenu à Lyon et je me suis recentré sur, qu'est-ce que t'as fait toutes ces années. Finalement, t'as un peu reproduit cette espèce de schéma carriériste. J'ai envie de percer, quoi. Un peu comme avant, tu voulais gravir les échelons dans ta boîte. Et donc, c'était une espèce de reconversion professionnelle au sein de mon métier. Je vais refaire les choses un peu. On va repartir de la base. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, t'as plaqué ton boulot il y a 5 ans. Et si tu racontais ça? Et puis là, on était en 2017 et les phénomènes de reconversion professionnelle déjà étaient beaucoup plus présentes dans les médias. Alors, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais c'était déjà commencé à en parler. Il y avait déjà des coworking. Je me suis mis dans un coworking très Y dans l'esprit. Et c'était un vivier. Je me suis fait des potes, j'ai rencontré des gens, je leur faisais lire des textes. Et même, il y avait que des freelances, des gens assez avec une certaine conscience écologique, ou nomades, ou les deux, et donc une grosse incohérence. Et j'ai commencé à découvrir cette sphère-là, et le dénominateur commun, c'était la génération Y. C'est là que je me suis dit, je vais dépeindre ça, et à travers un spectacle, et à travers des vidéos. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos qui s'appelaient Le Point sur les Y. J'ai dû faire une petite dizaine de vidéos comme ça, où je croquais la génération Y, mais sous forme de vidéo facecam, comme ça. Et après, un jour, j'ai incarné un personnage, le slip chinois, le fondateur du slip chinois. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Je crois pas. C'est un contre-pied du slip français. J'avais la ref. Mais c'est vraiment un contre-pied, c'est pas une parodie. Et cette vidéo a fait un beau buzz pour le coup, par rapport à ma base de fans de l'époque. Et c'est ça qui a un peu déclenché une visibilité plus grosse que celle que j'avais, qui était en fait celle du tout venant avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un peu de bouche à oreille, l'illusion que les gens te connaissaient, mais surtout, c'était on fait quoi ce soir? On va au point virgule, parce que c'est bien. On n'a rien à faire lundi, on se fait un café-théâtre. Et donc, t'avais vraiment le tout venant. Et donc, t'étais très, très tributaire des vacances. Donc, je blindais pendant les vacances. Et puis, le jour de la rentrée, il n'y avait plus personne, quoi. Donc, je fanfaronnais pendant les vacances. Puis après, je communiquais moins, impression. La salle est pleine. C'est vraiment, tu suis, ouais, la salle est... Aujourd'hui, ça a été. Ouais, c'est ça. Tu suis la tendance, tout simplement. Alors que quand t'as Internet, etc., il y a un côté, plus de buzz où tu te construis ton public. Mais j'ai toujours été juste sur la jauge, sur la taille de ce que je... Ouais. J'ai jamais voulu jouer dans des salles trop grosses, trop vite.
Parfois je le fais, je m'en mords les doigts. Mais généralement, je joue toujours dans des salles à ma portée. Et puis finalement, ça crée de la frustration de ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place. Yes. Et puis voilà, c'est pour ça que voilà, on arrive à faire l'Olympia parce qu'on n'en fait qu'un. Parce que j'ai pas non plus fait 5 dates semaine au Théâtre Libre avant ou à l'Européen. J'en ai fait une par semaine. Et donc, Ouais. voilà, mais tout ça, au final, on retient que des bons moments de salles chaleureuses, pleines. Et quand elles sont pas pleines, c'est pas grave. En tout cas, tu te sens vraiment dans une forme de justesse, ouais, tout le temps. Et ça, j'y tiens. Et donc, effectivement, dans ce spectacle qui s'appelle Y, tu racontes que toi-même, alors certes, t'es un vieux Y, on pourrait dire ça. Oui. Je l'ai eu à l'oral. T'es un Y à la fin. Je l'ai eu à l'oral. Et donc, tu racontes un petit peu comment, en gros, comment la société a fini par se transformer aussi, comment une forme de société, comment il y a des tas et des tas de boîtes qui se sont créées autour. Et en fait, j'avais envie de me demander, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui t'incite à avoir créé tous ces personnages après? Parce que pour moi, c'est parce que t'as créé plein de personnages. Tu parles du slip chinois. Ouais. Slip chinois, j'en ai créé plein. J'ai compté. Alors, ce qui est peu, en fait, en 4-5 ans, j'ai fait 35 vidéos. C'est pas mal. Mais c'est peu. Enfin, il y a des fois où je fais rien pendant 2-3 mois. Puis des fois, en 2 semaines, je vais t'en sortir 2. C'est mon max, quoi. Mais oui, qu'est-ce qui fait que j'ai créé ces personnages? Bah ouais. Bah, c'est un peu déjà, j'ai une créativité qui est à l'échelle du jour. Et donc, je peux pas toujours changer mon spectacle. Il y a un moment, quand il est écrit, il joue. Et donc, cette créativité, elle a besoin de s'exprimer quelque part. Internet, c'est génial pour ça. Parce que, t'es pas obligé d'aller sur scène pour, donc c'est un échappatoire. Et donc, ces idées-là, quand t'as des idées débiles, tu peux leur donner vie très facilement. Tu t'écris un texte, paf, tu te filmes, tu montes et c'est fini. Et alors c'est toujours le même personnage finalement. C'est toujours un mec un peu comme ça. Bonjour, il a toujours un nom un peu débile en lien avec ce qu'il fait. Et après, en gros, c'est toujours un espèce de gendre idéal qui incarne la réussite, qui a un langage assez policé, mais qui dit des horreurs, et qui n'en est absolument pas conscient, quoi. C'est toujours un bullshitter en fait. Ce que j'appelle le bullshittelling. Et donc il y a eu ce besoin d'incarner ça une fois, parce que voilà, à l'époque on parlait beaucoup de Startup Nation. C'était 2017, tu vois. Oui. Mon projet, tout ça. C'est notre projet. Notre projet. Pas mon projet. Notre projet. Tellement-nous. Ouais, tu vois, maintenant je dis mon projet. Oui, c'est tellement, ça a bien tellement changé on connaît la depuis. fin de l'histoire. Dis un jour où il va s'exprimer à 13h devant toute la France. Enfin, son miroir. Pardon. Et donc, ouais, j'ai eu besoin de créer ça parce que sur scène, je m'exprime directement aux gens. J'ai pas du tout la même énergie sur scène. J'ai une façon très généreuse. Je parle avec les mains, je vais vers les gens, etc. Mais cette froideur-là, je l'aime bien. Et c'est aussi moi. Ce côté timide peut-être, mais très très bon élève et que je sais bien incarner parce que j'en suis le pur produit de ce système. Ouais. Et donc l'incarner pour m'en moquer. Ou en tout cas pour faire prendre du recul par rapport à cette forme de réussite qui pour moi n'a pas de sens déjà le terme et puis voilà qu'il faut relativiser, je trouvais ça super, donc j'en ai fait un et puis après j'en ai fait un autre sur cet engouement pour les neurosciences que j'appelais les neurosciences. C'est un mec qui étudie le cerveau pour savoir pourquoi on est con, quoi. Et cela dit, ça donnait, il y a un mec qui écrit le bug humain qui vraiment s'intéresse à la question. Mais les neurosciences. Et puis après, j'ai créé d'autres start-upers, Beedle, une parodie du gars qui a affronté Feed, tu sais, les poudres. Ouais. C'est affreux, ça ne doit pas exister. Anthony Bourbon, là, qui fait peur. Et donc voilà, et donc de fil en aiguille, à quelques exceptions près de personnages autres qui ont des accents ou des turbans de Qatari, j'ai toujours incarné ce personnage-là. C'est un peu devenu ma mascotte. Et je peux lui faire dire tout ce que je veux. Et je pense que je vais continuer un petit peu. Je vais peut-être un peu changer de format aussi. Je sais pas, je vais voir. En changeant de spectacle, peut-être le moment de pivoter, comme on dit. De pivoter. T'as l'impression de te battre encore contre cette envie de réussir, d'aller vers le succès que tu pouvais avoir quand t'étais plus jeune, ou tu t'es un peu apaisé sur ce sujet-là? Je l'ai eu un petit peu, ce truc-là, mais non, vraiment, là, je me bats, mais pas pour ça, quoi. Ouais. Je me bats pour faire aboutir des projets qui me tiennent à cœur, c'est tout, quoi. Ok. Et parce que je sais qu'au final, si on parle de succès, c'est la meilleure manière de leur donner une chance de rencontrer ce qu'on appelle le succès.
C'est de les faire à fond, de les faire bien, parce qu'on a envie de les faire. Et c'est tout, quoi. Et donc, je me bats juste parce que tout ça demande du travail et parce que tout ça est nourri d'envie, de passion. Mais c'est ça, mais c'est pas vraiment un combat, au fond. On se bat pour des trucs qu'on kiffe. Oui. C'est chouette comme boulot, quand même. Ouais. Donc après, on est dans le quotidien, donc on se bat parce que la vie continue et que il y a plein de choses à gérer en même temps. Donc c'est pour ça que ça devient un combat, mais sinon, en réalité, c'est pas du tout un effort. C'est un plaisir fou, et la lutte, c'est vraiment de pouvoir sélectionner, faire les bons choix, peut-être. Mais non, mais c'est certainement pas vraiment, sincèrement, pas pour le succès, quoi. Je fais les choses, et puis si ça plaît, si ça marche, c'est cool. Et bien sûr, je m'en nourris, et je ne boude pas ou je ne nie pas le fait qu'il y ait des retours, le fait d'une preuve d'existence. Moi, je préfère appeler ça une preuve d'existence. Il y a tellement d'artistes qui sont brillants, dont on ne sait pas qu'ils sont là. Ouais. Tout comme moi, j'ignore des gens qui sont sur d'autres canaux, qui ont pour le coup des millions de followers. Je sais pas qu'ils existent. Aujourd'hui, on vit dans des silos, de toute façon. Ouais. Donc, je suis dans mon petit silo. Je fais mon truc, on verra. Peut-être je me ferai happer par un mec qui va changer un paramètre dans un algorithme qui fera que je n'existerai plus. À moi de faire en sorte de sortir de ça au plus vite. Comme un Fort Boyard. Sors! Est-ce que, j'ai pas vérifié, mais est-ce que ton LinkedIn n'est pas loin d'être ton plus gros réseau social? Ah, c'est mon plus gros réseau social. Ça, rien que ça, déjà, c'est ouf. Je m'en suis rendu compte. Tu vois, j'avais pas regardé. Il y a un mec qui m'a dit, t'as 100 000 followers sur LinkedIn. Et je savais pas. Et pour moi, 100 000 sur Insta, par exemple, je trouve ça beaucoup. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout ça sur Instagram. Et sur LinkedIn, oui, j'ai ça. C'est marrant. Mais en même temps, c'est l'endroit où il faut que tu sois, quoi. Oui. Mais j'ai mis du temps à l'assumer. Et un jour, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Un humoriste fait son LinkedIn out. Et pour dire, allez, ça y est, j'assume. Je vais avoir 40 ans. Arrête de faire croire que ton truc, c'est... À l'époque, c'était Snapchat ou TikTok. Arrête. Assume. Tu sais d'où tu viens. Bah, écoute, fais ce que tu sais faire et pas... Et puis ça marche bien avec Y en plus. Ça marche bien. Et tout ça était cohérent. Il y a une espèce de cohérence. Hein. C'est surtout ça, quoi. C'est peut-être si on peut... Plutôt que parler de succès, on peut parler d'alignement des planètes et de ce qu'on est, ce qu'on veut être. C'est une forme d'apaisement, justement, et d'indifférence au succès, parce que c'est justement, on est calme. On est calme, quoi qu'il arrive. Et ça c'est cool. Moi, j'aime bien cet état T'as l'impression d'être dans cet état-là aujourd'hui? Le calme, justement? Ouais, je suis toujours un peu anxieux, stressé, une forme d'impatience aussi, mais certainement pas d'excitation face à un buzz ou face à quelque chose qui se passe. Tu vois, même l'Olympia, je suis content, bien sûr. Je suis très très heureux et très fier de le faire et tout. Mais je suis pas là à dire ou à me dire c'est dingue, c'est génial. Je fais le boulot, bien sûr, de dire c'est cool, on était complet, chouette. Mais vraiment, je le fais à titre froidement professionnel, quoi. C'est sincère. Mais je suis pas là à m'émouvoir dès qu'il y a un article, dès que je suis mis en avant. J'espère que tu vas kiffer le jour même, quand même, parce que c'est comme une grosse étape. Non, mais je kiffe. Je prends les choses comme elles viennent. Okay. Je kiffe. Non, mais ça m'empêche pas de kiffer, mais je suis pas là dans... Non, mais il y en a cocher des milestones. Non, c'est cool, bien sûr. Mais vraiment, tu vois, au 1er janvier, on disait que te souhaiter. Et c'est vrai que c'est la première année où souvent on te dit, je te souhaite faire l'Olympia cette année. Mais cette année, c'était déjà signé, donc... J'ai mis mon souhait là, c'est que dans un an, le 31 décembre, je sois dans une cave en train de jouer un nouveau spectacle. Ouais. C'était ça parce que après l'Olympia, quoi. Il y a la suite, quoi. Ouais. Il y a la suite, et c'est ça qui est beau. C'est que l'Olympia, c'est bien, ça ponctue un travail, et puis après, voilà, on tourne la page et on y retourne. Et ce qui est chouette, c'est que ça continue, quoi. Avant de parler de la suite, j'ai envie de te parler de ce bouquin qui est, je crois, finalement, peut-être la prolongation de... Ouais. La prolongation de ton spectacle, non? Ouais, le petit précis de Culture Bullshit, ça filme là, c'est ça? Si jamais on garde les images. Oui, le petit précis de Culture Bullshit, c'est mon premier livre, enfin un livre écrit par Jean-Bill Duval, un certain Jean-Bill Duval, avec la participation discrète de Karim Duval et la photo d'un mec qui me ressemble vaguement quand même sur la couve. Et ouais, alors. C'est vraiment du Karim Duval comme tu peux voir sur les vidéos YouTube de ce fameux genre idéal que t'as envie de taper, quoi. D'ailleurs, Jean-Bill Duval est un des personnages dans Le Prof de franglais. Et c'est là qu'est né le projet. Il est professeur de franglais et donc cette vidéo a beaucoup plu aux éditions Le Robert qui m'ont invité à participer à d'autres trucs et puis finalement de fil en aiguille on a fait ça. Et donc Jean-Bill Duval est professeur S Bullshit
Et vraiment, il érige le bullshit. Donc, ce flou, ce vent qu'on brasse, notamment dans le milieu de l'entreprise et ces dérives langagières. Et ben, ça, il l'érige, lui, au rang de culture, au rang d'art, au rang de fondement civilisationnel, de patrie. Donc, il y a une patrie avec ses héros, ses saints, ses coutumes, ses recettes de cuisine. Ces lieux de culte. Ces lieux cultes. Ouais, t'as envie de me taper. J'ai envie de te taper. Tu vois, je commence à prendre cette voix de mec qui s'écoute parler. Mais pense à moi quand je fais mes montages vidéo, Oui, c'est horrible. Je me vois répéter la même prise, dite de manière plus ou moins suffisante. Et je choisis la plus horrible. C'est affreux. Je dois écouter plusieurs fois les versions de chaque phrase. Donc ce livre a été une torture parce que je me suis mis dans la peau de ce mec-là. Mais c'est vrai que quand tu te mets dans la peau, tu parlais de pourquoi ces personnages, c'est vrai que être dans la peau d'un personnage, ça facilite aussi. Ça peut être soit une façon de cacher une forme de sincérité, mais aussi ça peut être aussi une façon de se mettre dans un délire en fait. Et quand t'es dans ce délire-là, ça vient tout seul. Ouais. Donc quand tu te mets dans la peau de Jean Duval, j'ai écrit, je crois 50 chroniques ou 60 chroniques en 2 mois quoi. Ça a été à toute vitesse. Parce que ça va tout seul. T'as l'angle. T'es dans la peau de quelqu'un qui érige ça vraiment au rang de passion, quoi. Donc il en parle avec amour, on a l'impression de faire parler, je sais pas moi, comme Stéphane Bern parle d'histoire, bah lui il parle de réunions, de bullshit, de process. Avec beaucoup de passion. Tu pourras venir quand tu vas dans les boîtes avec un petit carton. C'est prévu. C'est prévu, ouais. Les boîtes vont t'acheter des tas et des tas d'exemplaires. C'est un peu le livre de référence du libéral digital. C'est un peu le petit livre jaune, tu vois. Putain, mais c'est vraiment... Après le petit livre rouge du communiste. Et ben voilà, le petit livre jaune. Oh là là, c'est une forme de cancer de notre capitalisme, en fait. Et en même temps, tu vois... Je me rends compte que moi aussi, parfois, tu vois, en faisant mes podcasts, je fais un peu pareil. Je participe aussi à cette économie-là, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est? En fait, y a pas besoin de mes podcasts dans la vie, quoi, tu vois. Non, mais dès que t'as mis un ongle dans cette économie-là, t'as forcément, il y a un moment, tu rencontres une forme d'incohérence. Mais ouais. nous tous, moi-même, j'ai beau me moquer de ça, je nourris ce système-là. Je pense, à part devenir moine, ou ermite, je sais pas, ou survivaliste. Ou crémier fromager. Même le crémier fromager. Alors, crémier fromager, j'attends de voir dans 5 ans comment il va être. À mon avis, il aurait créé 10 filiales. Ouais. Il n'aurait pas pu s'empêcher de faire un site. Il en avait déjà une de plus. Déjà une de plus. Et parce que, alors, ouais, ces phénomènes-là des reconversions, c'est marrant parce que c'est des gens qui ont le sens de la réussite et de la croissance. Ils ont été élevés avec la culture de la croissance. Et c'est normal, quand t'es commerçant, finalement, t'as envie de... Bah oui. Mais c'est des gens tu vas avoir du mal à cantonner dans une forme de frugalité, de sobriété. Ouais. Il y aura forcément une envie de plus c'est dur. De développer une marque et de coller des concepts dessus, avoir du community management autour, chose que le fromager de base de ton village ne fait pas, quoi. Bah oui. Il n'y a pas de community manager, quoi. Il va pas recruter un alternant pour faire vivre sa page, quoi. C'est peu. Et en même temps, j'ai grandi, moi, avec un mentor qui me disait, en fait, une boîte qui meurt pas est une boîte qui ne grandit pas est une boîte qui meurt, en fait, tu vois. Et en fait, je comprends pourquoi il me disait ça aussi, parce qu'il y avait un côté, en fait, tu peux pas stagner, en fait, tu vois, c'est dur de stagner, c'est difficile. C'est dur de stagner dans un monde qui croit, qui inflate. Et qui croit en la croissance, en plus. Qui croit en la croissance, qui croit. Exactement. Il faut que tu passes par la croissance. Parlons de ton après. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu disais, 40 ans maintenant, l'introspection, etc. Tu vas aller vers le spectacle de la maturité ou... Ouais, c'est le 3e. On dit que oui, c'est le spectacle de la maturité. J'ai déjà commencé à écrire des choses que je teste en fin de spectacle en tournée. Là, je lis des trucs. Et j'ai vraiment envie d'aller vers un nouveau spectacle. Donc, de toute façon, c'est prévu. Il y a déjà des dates qui tombent. Ah oui. Je spécule sur un truc qui n'existe pas. Mais c'est peut-être aussi une façon comme une autre de te forcer à écrire. Ouais. Mais moi, si j'ai pas d'échéance, c'est classique, ça. Donc, je me suis imposé des échéances déjà. Donc, je sais que je vais sortir un nouveau spectacle. Il y a le livre qui sort. Puis, je commence à avoir des envies d'écriture, de fiction aussi. Okay. Je travaille sur un projet de scénario. De ta série? Non, j'ai pas ma série. Un projet de scénario de film. Ouais. Tout ça est contractuel et tout, donc c'est cool. Une comédie romantique. Ok. Sur fond de... je vais pas trop dévoiler, mais sur fond de... Des fois qu'un jour le film sortirait. D'accord, non pas. Mais c'est une comédie romantique, donc voilà, avec des oppositions de milieux sociaux, sur fond de French Tech et French Fab, tu vois. Enfin, oh mon Dieu. Entre un ouvrier et un ouvrier artisan et une CEO de start-up qui fait de l'IA, quoi. Et donc ces deux-là vont se rencontrer, alors qu'à la base ils sont ennemis, ils vont tomber amoureux, donc ils vont être tiraillés entre
défendre leur beefsteak ou s'aimer. Très bon pitch. Bravo. Voilà. Donc je travaille là-dessus et forcément ça me fait zioter sur ce monde-là de la fiction, et donc ça me donne envie. Et donc j'ai plein d'idées, toujours dans ma veine, un peu autour du. Et mes vidéos me font provoquer des rencontres aussi avec des gens qui sont dans cette sphère-là et donc j'espère vraiment me dégager du temps et réussir à faire des choix pour travailler à fond là-dessus, parce que c'est des trucs qui se font sur le temps long. Donc je crois qu'il faut semer plein de pistes. Et donc vu que j'ai plein d'idées, ça tombe bien. Et puis voir laquelle prend, mais j'ai vraiment envie d'aller vers ça. L'écriture, la fiction, j'aime bien. Pourquoi pas écrire des romans ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui moi j'aimerais vraiment. Ouais, dans 10 ans, on verra si je fais encore de la scène, c'est bien, mais. Tu te dis que peut-être pas? Ouais, peut-être pas. J'aime beaucoup la scène pourtant, même si dans 10 ans, je sens que je vieillis mal. Ah, ok. Ou que j'ai plus envie. J'aimerais bien que l'écriture me permette d'écrire, d'exister, faire exister mon travail autrement que par la scène, pourquoi pas. Mais non, pour l'instant, si, j'ai envie qu'il y ait un spectacle d'après à chaque fois. Je suis encore dans cette dynamique-là. Mais vraiment, si tu me disais vraiment, faut que tu choisisses entre l'écriture ou la scène, à condition de faire exister ce que t'écris, je pense que je choisirais l'écriture. Quand même. Ok. À la mort dans la main. Pourtant, parce que qu'est-ce que j'aime jouer et rencontrer le public, mais je crois que je préférerais écrire. Écoutez, ça viendrait servir peut-être l'introverti, quoi. C'est peut-être lui qui gagnerait au final. C'est moi qui gagne. Écoute, Karim, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très chouette. Donc, 7 juin 2023. 7 juin 2023. L'Olympia, ouais. Boum. Ah, il y a un truc aussi que j'aimerais bien mettre en avant, si je peux me permettre. Juste après. C'est pas la suite de ma vie, mais c'est la suite juste après l'Olympia. Le 14 juin, au Théâtre Libre cette fois-ci, et probablement à la télé aussi. Bon, c'est en train d'être mis en place, mais pour la 3e édition, on va organiser un truc dont j'ai eu l'idée, qui s'appelle le Bac Philo des humoristes, et dont je serai MC. En gros, le principe, c'est quoi? C'est que le 14 juin, enfin le jour du bac philo des bacheliers de terminale, les sujets tombent le matin, et donc les humoristes que j'invite, mon line-up, découvrent les sujets comme tout le monde à travers la presse, des sujets de disserte de philo, ou le commentaire de texte d'ailleurs, s'ils veulent. Et ils doivent écrire un truc drôle, un stand-up, un sketch, une chanson, ce qu'ils veulent, à interpréter le soir, sans filet. Donc c'est un texte inédit, pour traiter le sujet de manière humoristique, devant 900 personnes et peut-être des millions de téléspectateurs. Ah ouais, fou. Et donc ce sera le 14 juin, et donc je crois que les places sont en vente ou bientôt, donc à surveiller. Ok. Et je suis très très content de porter ce projet-là, c'est vraiment cool, et c'est l'occasion de faire des trucs avec d'autres artistes. Moi, le solitaire. Ouais, c'est trop bien. Et le 2 avril, donc, t'as ce bouquin qui sort. Le 6 avril. Le 6 avril. 6 avril, ouais. Le petit précis de Culture Bullshit sort le 6 avril. Et je suis content, je suis assez content j'ai vraiment envie de le porter. Moi qui pas forcément, je suis pas très fort en communication, j'ai vraiment envie d'en parler, quoi. J'ai mis du mien, j'ai mis du temps. Je suis assez content, c'est un bel objet que je découvre encore. J'ose pas le lire de bout en bout, j'ai peur. Tu viens de le recevoir, là. Le petit perfectionniste a peur d'aller trouver une coquille, dire réimprimer tout. Il faut savoir lâcher prise. Ouais. Non, j'aurais pas dit ça comme ça, c'est pas le bon mot. Merci Karim. Merci Fabrice, merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.